Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'instabilité financière dans la vie d'un ou d'une freelance. Cette vidéo, elle fait partie d'une série consacrée à l'envers du décor du freelancing. Pour moi, c'est hyper important d'en parler. On parle beaucoup des choses super chouettes que la vie de freelance peut nous offrir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas et qui est pourtant hyper importante. Donc, c'est parti pour cette vidéo qui aujourd'hui va traiter du sujet de l'instabilité financière. Je vais vraiment vous parler à cœur ouvert de tout ça, de mon ressenti, moi comment je l'ai vécu. Ça fait 6 ans et demi au jour où je fais cette vidéo que je suis freelance, donc je suis passée par plein d'étapes et il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire pour être tout à fait honnête, c'est que donc ça fait 6 ans et demi que je suis freelance et je me suis toujours pas débarrassée de cette instabilité. Mais attention, quand on pense instabilité financière, on pense tout de suite difficulté. Alors que ce que je peux dire maintenant, c'est que cette instabilité me va complètement et je suis ultra ok avec ça et ça ne me pose pas de soucis dans ma vie. Donc très rapidement, l'instabilité financière, comment on la définit? Chacun la définit comme il a envie. À mon sens, pour moi, l'instabilité financière, c'était de me comparer à un ou une salariée qui gagnerait tous les mois la même chose. Donc pour moi, être instable financièrement, c'était ça, c'est-à-dire de ne pas savoir à la fin du mois, concrètement, combien on va gagner. Ce qui est vraiment dur au début, c'est d'accepter ça. D'accepter de ne pas savoir quel sera son chiffre dans 2 mois, 4 mois, 6 mois, voilà, ou même le mois en cours. C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on n'est pas habitué et qu'on est en totale opposition avec l'esprit salarié. Ça, c'est quelque chose qui est non seulement dur, je veux dire, d'un point de vue concret, finance, comptabilité, mais aussi dur d'un point de vue psychologique parce qu'on est complètement désorienté et on se dit que si on ne sait pas combien on gagnera à la fin du mois, eh ben, c'est la fin de la vie, quoi. En fait, on peut rien faire. Donc tout ça, ça implique quoi? Ça implique de ne plus forcément raisonner mensuellement, mais plutôt annuellement. Je sais que ça peut être compliqué parce que, encore une fois, on nous a appris à avoir un salaire tous les mois. Mais moi, typiquement, pour vous dire, je facture des prestations de UX/UI design entre, on va dire, 3-4 000 et 20 000 euros. Donc c'est une fourchette assez large. Et vous pensez bien que du coup, quand je vends une mission à 20 000 euros, c'est pas grave s'il y a un mois où j'ai zéro. Comme je vends des prestations suffisamment chères, je ne suis pas là à chercher à vendre tous les mois quelque chose à tout prix. Il faut vraiment raisonner en année et lisser ça sur l'année et pas en mois. C'est pas forcément représentatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est dur, c'est quand on commence au début parce que on n'a pas de recul et on n'a pas d'avance suffisante sur une trésorerie pour pouvoir être capable d'avoir peut-être 1 ou 2 mois sans travailler ou sans avoir, enfin c'est pas sans travailler, mais sans avoir de revenus qui rentrent. Ça m'amène au deuxième point concernant l'instabilité financière. Il faut être super bien organisé. Ça, c'est quelque chose qui est franchement, mais honnêtement, je dirais que ça joue pour 50% sur la réussite d'une carrière de freelance. Si on gère mal, on est vraiment dans le... Je vais vous parler de mon histoire aussi. J'ai démarré en tant qu'auto-entreprise. Je ne calculais pas vraiment combien je gagnais, enfin voilà. Et en fait, à l'époque, le seuil n'était pas très très élevé de chiffre d'affaires et je l'ai dépassé dès la première année. Et un jour, l'URSSAF m'a envoyé un courrier en disant que j'étais radiée du statut auto-entrepreneur et que je basculais en entreprise individuelle. Pour vous dire, c'est-à-dire que en tant que freelance, on doit des charges à l'État et en fait, quand on est auto-entrepreneur, moi dans mon cas, je payais, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3% de charges, j'avais des abattements. Je suis passée de 2 ou 3% de charges à 40% de charges en entreprise individuelle et du jour au lendemain parce que je n'avais rien anticipé. L'URSSAF m'a demandé des régularisations puisque voilà, j'ai été radiée du statut et il me demandait plusieurs milliers d'euros à régler là, quoi. Si j'avais pas été prévenante parce que je mets toujours de l'argent de côté et je dépense pas à tout va, j'aurais été vraiment dans une situation très délicate. L'organisation, la gestion, ça c'est la grosse partie, l'envers du décor. Je dis pas qu'il faut aimer faire ça. Moi, maintenant, je commence à aimer, bizarrement, mais avant, je détestais tout ça. Par contre, il faut le faire. En fait, vous pouvez pas ne pas le faire parce que c'est hyper dangereux pour vous et il y a plein de choses. L'État va pas vous manquer, en fait. C'est juste ça. Donc, faites-le et voilà. Ça, c'est à bien garder en tête la partie gestion.
Autre point super important de l'instabilité financière, ce que ça peut engendrer, c'est quelque chose d'assez psychologique. Moi, ça fait 6 ans et demi que je suis freelance et encore des fois maintenant, quand j'ai des mois à zéro, je suis pas déprimée, mais je me dis, et si ça revenait pas en fait? Alors, je fais pas des mois à zéro, je me corrige, il y a des mois juste où c'est quand même nettement inférieur au mois précédent. J'ai toujours cette crainte, cet élan, ou cette pensée où je me dis, et si ça ne revenait jamais comme avant? Et si j'avais juste eu de la chance avant et que maintenant ça va se terminer? On a envie de tout arrêter, on a envie de se dire ok, j'arrête tout, je me remets en salarié. C'est tellement plus confortable de savoir tous les mois combien on gagne, etc. Ce qui est dur, c'est de continuer à travailler, de continuer à mettre des choses en place, de prospection, de travail, de création de contenu, etc. quand on est dans des mois qui sont pas terribles. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver le courage en nous, même si ce mois-ci, ça fonctionne pas. C'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est que des fois, ça peut prendre du temps. Donc, c'est d'accepter ça et quand même de trouver l'énergie et la confiance en soi pour continuer. Tout simplement de travailler. Et ça aussi, c'est complètement en opposition avec le salariat où, en fait, on fait un travail qui va générer un revenu à la fin du mois. Là, des fois, on fait un travail qui ne génère pas directement au début un revenu à la fin du mois. Donc ça, c'est une force qu'il faut trouver et voilà. Autre point très important, c'est les banques. Les fameuses banques qui ont encore énormément du mal avec cette instabilité financière. Il est clair et net. Après, je serais ravie d'avoir des retours d'autres personnes, hein, mais à ce que je sache, si on n'a pas 3 ans d'ancienneté, 3 ans de bilan, si son entreprise n'a pas 3 ans, que ce soit auto-entreprise ou société, les banques n'acceptent pas du tout de vous donner un crédit. Et je vous dis ça parce que c'est dans tous les secteurs, c'est-à-dire que ce soit le mien en UX UI design comme des secteurs un peu plus traditionnels. J'ai une amie qui est orthophoniste, elle avait une liste d'attente de plus d'1 an, son carnet était déjà rempli d'1 an d'avance et pour autant elle a eu extrêmement du mal à trouver une banque qui accepte de lui prêter pour acheter sa maison. Pareil pour un maçon, alors on sait bien les maçons, ça fait, je crois, j'ai vu, c'était dans le top 3 ou 4 des pénuries d'emploi, c'est-à-dire que les gars, c'est ouf quoi. Ils ont du taf jusqu'à 10 ans, enfin s'ils veulent. Les banques ne veulent pas lui accorder un crédit. Donc c'est incroyable et ça, malheureusement pour le moment, c'est compliqué. À moins que vous trouviez la bonne personne, que vous sachiez, vous êtes déjà un peu dans les rouages de l'investissement, il faut avoir 3 ans d'ancienneté. Donc énorme warning, si vous comptez investir ou en tout cas au moins acheter, je sais pas, votre maison, un appartement. Si vous êtes salarié par exemple, essayez d'emprunter pendant que vous êtes salarié et après vous mettez-vous en tant que freelance parce que si vous mettez en freelance et que 2 mois après vous voulez acheter votre maison, ça va être très compliqué pour vous. Dernier point sur l'instabilité financière, qui est quelque chose d'assez cool, mais qui peut aussi un peu dérouter. C'est la séparation entre la vie pro et perso dans les finances. Les gains à titre professionnel et les gains à titre personnel. Je vais essayer de ne pas vous faire un cours de compta, sinon ce serait trop long et c'est pas l'objet de cette vidéo. Quand vous êtes en auto-entreprise, ce que vous gagnez, c'est l'équivalent de votre salaire, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez déclarer aux impôts chaque année quand vous allez faire votre déclaration d'impôt. Quand on est en entreprise, donc en entreprise individuelle, en société, c'est-à-dire SAS, SARL, enfin voilà, tout statut entreprise, vous avez un truc qui est assez merveilleux quand même si on a 40% d'URSSAF et de cotisation, on a quand même la possibilité de mettre des choses dans les charges, de déduire ça. Je vais acheter un appareil photo, je vais acheter un téléphone, je suis locataire et je travaille de chez moi. Donc voilà, l'électricité, mon forfait mobile, ma connexion internet, je sais pas, des abonnements quelconques à des logiciels, enfin voilà, tout ça, c'est dans les charges de l'entreprise et c'était pas à titre personnel. Donc si vous voulez, ce que je vais vous expliquer à peu près, moi typiquement dans ma situation, c'est que mon chiffre d'affaires est énorme, il n'est pas énorme, mais en tout cas il est assez conséquent, mon chiffre d'affaires dans l'entreprise. Par contre, moi, ce que je gagne à la fin et ce que je déclare dans mes impôts à titre personnel,
c'est pas hyper élevé. Pourquoi? Parce que j'achète beaucoup de choses à titre professionnel. Je fais quelques voyages aussi un peu en mode séminaire où je pars en coworking avec des amis qui sont aussi freelance et auxquels on partage plein d'expériences. Ça, typiquement, ce sont des voyages que je fais rentrer dans mes charges. À l'époque, quand j'étais locataire, je pouvais faire passer mes loyers dans mes charges. Et donc ça, c'est une barrière qui n'est pas évidente quand on n'est pas habitué à gérer tout ça. C'est qu'on a le pro et le perso est un petit peu mélangé, c'est pas très clair. C'est aussi un peu délicat quand on est en couple et qu'on a un conjoint qui est salarié, qui lui donc n'a pas de société, peut pas faire passer des choses dans des charges. Donc il a son salaire, mais c'est complètement différent. Donc en fait, on est sur une logique qui est d'investissement, qui est de charge. Quand on démarre ou quand on n'a pas un entourage qui est là-dedans, juste personne ne comprend rien. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que c'est quelque chose qui est très différent du monde du salariat et ça peut être complètement déroutant et on peut se poser plein de questions et ça génère énormément de questions sur la gestion. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire appel à un comptable ou une comptable. C'est le plus important parce que ça fait peur. À moins que vous soyez passionné par la comptabilité et que vous-même vous allez chercher les informations, il vaut mieux déléguer cette partie-là avec un expert dédié. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un autre angle de réflexion. L'idée c'est de vous donner quelques billes et peut-être vous préparer mentalement à certaines choses. Ce sont des choses qui sont honnêtement pas insurmontables. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce sujet de l'instabilité financière, si vous voyez d'autres choses qui peuvent compléter ce que je dis. N'hésitez pas aussi à me contacter en commentaire via YouTube ou sur LinkedIn. Je suis très active sur ce réseau, donc contactez-moi si vous avez envie d'en parler par message privé. Je voulais aussi vous glisser un tout petit mot concernant mon projet qui va bientôt voir le jour. Je lance une formation en ligne à destination des UX, UI designers qui veulent se lancer et cartonner en tant que freelance. Il y aura dans cette formation en ligne énormément de conseils très concrets. Ça fait 6 ans et demi que je fais ça. Ça fait 6 ans et demi que j'ai appris énormément de choses en accompagnant beaucoup de clients, que ce soit des grands groupes, des TPE, des PME, des startups, des freelances. Donc j'ai vraiment accumulé beaucoup de savoir terrain. Et à mon sens, c'est vraiment ça qui prime sur la théorie et tout plein de choses. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me faire signe sur LinkedIn. Je vous en dirai plus très bientôt de toute façon. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.